Bon, j'espère que vous avez votre café et on va se poser tranquillement. Donc bienvenue à tous et à toutes pour ce live du samedi matin qui cette semaine est spécialement orienté vers la peur, l'angoisse, l'anxiété, les phobies, enfin toutes les peurs qui peuvent se manifester et sur comment on peut les gérer, à la fois pour nous-mêmes et à la fois pour nos enfants. Alors je vous invite à vous installer tranquillement, à prendre un café tout comme moi. Donc ce que je vous propose, j'ai préparé quelques éléments un peu, j'allais dire théoriques, mais en tout cas d'informations sur la peur, comment ça marche, et puis quelques points clés. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est à me poser des questions au fur et à mesure quand elles vous viennent. Et puis, on pourra aussi échanger peut-être plus à la fin sur des questions plus génériques. Bon, on démarre sur la peur. Alors, je vous propose une première partie où on va parler de la peur en général, et y compris notamment de nos peurs à nous d'adultes. Et puis, ensuite, je vous parlerai peut-être plus des peurs des enfants, parce qu'ils ont aussi des angoisses et des peurs qui se manifestent, et que nous, on a besoin d'accompagner, et c'est d'autant plus difficile quand nous aussi, on est un peu envahis par la peur. Alors déjà, on va parler de la peur. Alors j'ai préparé des petites fiches. Il me manque la première. Elle est partie, elle a disparu, c'est pas grave. La peur. Alors j'ai invité mes amis que vous reconnaissez de vice versa. Et donc j'ai invité madame, enfin ou monsieur, là pour le coup c'est un homme apparemment, la peur. Alors à quoi ça sert la peur et qu'est-ce que ça nous dit? Parce que la peur est utile, comme toutes les émotions, même quand elles sont désagréables. La peur, ça nous dit, fais gaffe, il y a des risques. Et donc, ça nous dit pas, ah, barre-toi en courant, ça nous dit, regarde les risques d'un peu plus près et évalue ce qu'il faut mettre en place pour se protéger. Alors, toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le contexte nous amène beaucoup de peurs. Il y a la peur de la maladie pour soi et pour ses proches. Il peut y avoir des peurs financières pour maintenant ou pour plus tard. Il peut y avoir des peurs qui vont se porter sur comment les enfants vont suivre scolairement, etc. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester de ce côté-là. Après, je voudrais juste faire une petite différence entre la peur, l'angoisse, l'anxiété, la panique. Donc la peur, c'est souvent ciblé sur quelque chose de précis. L'angoisse, c'est un peu plus diffus, mais ça reste souvent dans un domaine un peu particulier. Et puis l'anxiété, ça va être quelque chose de plus généralisé, de plus large. Donc, il y a une vidéo d'ailleurs très très bien de Tout le monde s'en fout, la chaîne YouTube sur les émotions, où il parle de toutes les émotions et notamment de la peur, que je vous inviterai à aller regarder, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui est hyper intéressante là-dessus. Alors, la peur, comme toutes les émotions, c'est utile. Ça nous sert à nous protéger, d'accord? Ça nous sert, quand elle est à un niveau acceptable, supportable, à nous responsabiliser et à nous dire, ah tiens, il faut que je fasse attention, là par exemple en ce moment, je rentre des courses, il faut que je me lave les mains, d'accord? Donc, c'est toujours utile. Par contre, quand le niveau de la peur monte trop et qu'on n'arrive pas à la ramener dans un niveau acceptable, supportable, ce qui risque de se passer, c'est qu'on commence à perdre de vue un certain nombre de choses. Alors, je vous ai fait le dessin d'un outil que j'aime bien et que je trouve particulièrement parlant, qui est celui du ballon émotionnel. Alors, le ballon émotionnel, c'est une image que j'ai piquée à monsieur Thomas Gordon dans son livre Leader efficace. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est comme si notre cerveau était une sorte de ballon, comme celui-ci, où la partie basse, c'est plus la partie émotion, on va dire entre guillemets primaire, qui est vraiment destinée à notre survie. Et puis la partie haute, ça va être plus la partie de nous, les émotions
qui vont nous amener à respecter nos valeurs, à faire ce qui est socialement acceptable, à avoir un peu de contrôle. Alors en neurosciences, on pourrait dire c'est le cortex préfrontal, mais en gros, voilà, je prends souvent un exemple. La partie, quand vos enfants vous agacent, voilà, cette partie-là monte, et la partie de vous qui dit ça sert à rien de leur taper dessus ou de leur hurler dessus, c'est celle-ci. Et quand la peur monte trop, enfin la peur ou n'importe quelle émotion monte trop, voilà ce qui se produit. Donc on voit bien que cette partie-ci qui nous permet de prioriser, de prendre du recul, elle est un tout petit peu trop réduite à la portion congrue. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on est envahi émotionnellement? Eh bien, on a une augmentation de l'impulsivité, on arrive moins à contrôler un certain nombre de comportements, donc on est plus irritable, on est plus énervé, on va plus réagir un peu violemment. Je bois une petite goutte de café. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre aussi quand on est comme ça envahi émotionnellement? C'est que ça va diminuer notre capacité à percevoir l'ensemble du contexte. Alors, là aussi, je vous mets un exemple. Vous avez peur du virus. Ah, j'espère qu'il ne va pas me couper le temps d'écran, le vilain. Bon, vous avez peur du virus. Voilà ce qui se passe. Quand vous avez peur, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous ne voyez plus que le virus. Et donc, vous ne regardez plus du tout la situation dans son ensemble. Quand vous arrivez à mettre un peu la peur à distance, la peur du virus, mais ça peut être une autre peur, hein, elle est toujours là, mais vous continuez à percevoir un peu mieux l'ensemble du contexte, les ressources dont vous disposez, et à avoir plus d'informations. Donc ça, là aussi en neurosciences, on pourrait dire c'est le rôle de l'amygdale. L'amygdale, elle fait « Ah ! Attention, c'est ça le truc principal !» Alors que peut-être on peut le mettre un peu à distance. Donc ça, c'est important aussi à garder en tête. C'est si je ne vois plus que ça, c'est que probablement je perds de vue d'autres infos. Alors évidemment que selon le contexte, ça va être plus ou moins présent. Moi, je suis chez moi, je ne sors pas, mes enfants ne sortent pas, je vais peu faire les courses, je rencontre peu de monde. Donc cette peur-là, elle est un peu plus par ici, vous voyez. Si vous êtes soignant ou soignante, vous êtes beaucoup plus confronté et donc elle sera peut-être plus par ici. Ça n'empêche que du coup, si elle est là, vous perdez du recul sur ce qui se passe. Alors pourquoi je vous dis ça? Dire on va mettre du recul, attention, ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, ça veut dire qu'on va quand même percevoir d'autres informations. Alors, j'en profite pour dire par exemple si, comme la peur peut nous amener à être plus irritable et à nous énerver, ça peut être intéressant aussi de se dire, c'est un peu comme si la peur était cachée derrière la colère. Ça arrive très souvent, hein. L'anxiété et l'angoisse, ça rend agressif. Donc en gros, si vous ne vous intéressez qu'à ça en vous disant « Ah mais c'est horrible, je suis irritable, ça va pas », vous oubliez la peur qui est derrière. Donc ça vaut le coup de se dire « Tiens là, quand je pète un câble, est-ce que je suis seulement agacée en colère ou est-ce que derrière il n'y a pas aussi une peur ou quelque chose qui me fait réagir ?» Si vous réagissez comme si hop, il n'y avait pas de peur, qu'est-ce qu'elle va faire, votre peur? Elle va pas s'écrouler par terre comme ma peluche, elle va revenir en disant « Ah, mais tu m'as pas écouté, tu te rends pas compte, il y a des risques, ça va pas comme ça. » Et chaque fois que vous allez essayer de la repousser, elle va dire « Mais enfin, tu te mets en danger, ça va pas du tout. » Et votre cerveau ne va pas vous laisser mettre la peur à distance sans rien faire. Donc, ça vaut le coup, dans une certaine mesure, d'aller regarder « Ok, alors qu'est-ce que tu as à me dire, la peur? Quel est ton problème? » Ok? Alors ça a évidemment des limites parce que donc la question c'est comment on ramène la peur à un niveau tolérable. On ne peut pas supprimer complètement la peur. Ça c'est important de le rappeler et je le redirai après, notamment pour les gens qui vont avoir, et les enfants ça peut leur arriver très facilement, qui vont avoir tendance à réguler leur peur en ayant des comportements un peu obsessionnels. Donc on ne peut pas ramener la peur à un niveau 0, on peut la ramener à un niveau où elle est
supportable et où elle est moins envahissante. Parce qu'en général, le problème de la peur, c'est quoi? C'est que elle vient polluer d'autres choses, d'autres moments. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème, c'est que elle peut nous amener à faire des choses un peu, voire beaucoup irrationnelles. Alors parfois, on ne se rend pas compte qu'elles sont irrationnelles. Parfois, on s'en rend compte. Et alors après, on a honte et on se trouve bizarre d'avoir fait des choses comme ça et tout ça. Mais il faut juste garder en tête que c'est un effet du débordement émotionnel, donc un peu d'auto-empathie, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est de se dire comment je fais pour ramener ma peur à un niveau tolérable, c'est-à-dire où elle est avec moi, c'est ma copine, mais elle n'est pas en train tout le temps de me crier dans les oreilles en me disant « Ok, d'accord ?» Donc, comment on fait ça? La première chose, c'est qu'on se sort d'une émotion en étant dans l'action. Si je suis juste là à attendre que ça se passe, je stresse plus. À partir du moment où je me mets dans l'action, repensez à, on vous a annoncé, par exemple, vous allez devoir faire l'école à la maison. Les premiers moments, c'était panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais comment on va faire? Mais on va jamais s'en sortir, mais on sait pas faire. Et puis, comment on va récupérer les documents et tout ça? Enfin, j'exagère, je caricature, mais il y avait quand même plein de questions. Et puis après, le lundi est arrivé, et puis on s'y est mis. Ok? Plus ou moins facilement, mais on s'y est mis, et il y a un certain nombre de choses qui commencent à s'installer avec l'habitude. Alors, je reparlerai des habitudes et du pouvoir des habitudes sur la peur. Donc, en étant dans l'action et si possible, en étant dans le lien avec les autres. Ça aide encore plus à surmonter la peur notamment, mais d'autres émotions. D'autres choses. Quand la peur devient trop envahissante, c'est-à-dire que toute la journée, elle vous chuchote des trucs à l'oreille, blablabla, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et elle vous chuchote tellement des trucs à l'oreille que vous n'arrivez plus à être disponible pour ce qui se passe au quotidien, avec vos enfants, avec votre conjoint, et ça commence à devenir un peu envahissant. Alors je prends un petit temps pour lire la question de Mélusine avant qu'elle disparaisse de mon écran. Je suis du genre spontané, je suis trop vite dans l'action et c'est pareil pour la peur. Alors oui, Mélusine, tu as tout à fait raison de le souligner. L'action, il y a une différence entre réagir et répondre. Et donc, ça vaut le coup d'identifier quelle est votre tendance. Quand je réagis, c'est, si vous avez vu les choristes, action-réaction. C'est-à-dire la peur dit un truc et moi, je saute sur le truc. La réponse, c'est la peur me dit un truc, je me mets dans l'action, mais pas, je reprends mon ballon, je me mets dans l'action, non pas comme ça, il faut que je fasse un truc, mais dans l'action, dans l'action, ok, j'ai peur et je fais quelque chose pour agir sur cette peur. Donc l'action, c'est pas le stress, c'est je construis ma réponse face à la peur. Voilà pour la question de Mélusine qui était je suis trop vite dans l'action. Donc quand on a identifié qu'on est plutôt du style à réagir plutôt qu'à répondre, alors ça vaut le coup de se dire ok, est-ce que je peux m'autoriser à prendre un petit temps avant de réagir à l'émotion? Ensuite, donc j'étais en train de dire, peut-être que la peur elle vous envahit, elle est tout le temps en train de vous chuchoter des trucs à l'oreille, et vous avez des trucs qui tournent en boucle dans votre tête et tout, et c'est juste pénible, du coup vous n'arrivez plus à être disponible pour les autres. Ça peut arriver que comme la peur vous chuchote tout le temps à l'oreille, toute sollicitation qui vient de l'extérieur vient surcharger votre cerveau. Un peu comme si c'était, comment je peux dire ça, une charge supplémentaire et votre cerveau dit non, il faut quand même que j'écoute la peur. Ah, un enfant vient me demander un truc. Ah, non, mais je peux pas gérer. C'est la peur la plus importante. Donc, pour ça, moi, il m'arrive de proposer, vous pouvez pas juste lui dire de se taire, comme je l'ai déjà dit, parce que ça ne marche pas. Ce que vous pouvez faire plutôt, c'est de lui donner rendez-vous à certains moments dans la journée. Et donc, vous prenez rendez-vous en disant, voilà, ça c'est le quart d'heure où je m'occupe de ma peur. Ça c'est faisable quand la peur est vraiment un peu trop présente et est tout le temps en train de vous susurrer des trucs à l'oreille.
Et le reste du temps, il y a un petit travail de discipline à avoir. Le reste du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pouvez lui donner rendez-vous quand elle arrive en disant oui, mais gna 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 gna. Vous pouvez lui dire attends, tu te souviens, je m'occupe de toi tout à l'heure. Comme on fait avec les enfants un peu. Je m'occupe de toi tout à l'heure. Par contre, au moment où vous vous rendez disponible pour votre peur, ce qui est hyper important, et ça c'est vrai pour vous-même, et on le verra aussi après dans comment on accueille la peur ou les angoisses des autres, ce qui est hyper important, c'est que vous ne soyez pas dans la minimisation ou la rationalisation trop rapide. Mais non, mais ça c'est pas grave, enfin c'est complètement absurde d'avoir peur de ça. Mais ok, toi tu as peur de ça, très bien, ça je peux l'accueillir, moi je peux l'entendre, il y a une part de moi qui reste entre guillemets solide par rapport à ça. Ok, mais c'est vrai que ça fait flipper ton truc, voilà, comment on va pouvoir faire, comment on va gérer et tout, mais en le faisant dans un temps qui est prévu pour ça et non pas au fil de l'eau tout le temps, pour éviter que vous ayez toujours les trucs qui vous arrivent dans l'oreille. Ensuite, le pouvoir des routines et des habitudes. Alors vous savez, des fois les gens nous saoulent un peu avec leur routine, voilà, ils affichent sur les réseaux sociaux, 8h30 je fais ci, 9h30 je fais ça. Alors les routines, les habitudes, elles ont un rôle important sur l'angoisse. Parce que en gros, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous avez besoin de prendre une décision? Même une toute petite décision comme j'ai fini de bosser, qu'est-ce que je fais maintenant? Chaque fois que vous devez prendre une décision, en fait, votre cerveau, pour prendre une décision, il dit « je vais chercher les infos autour de moi ». Et donc, chaque fois que vous devez prendre une décision, il se rappelle que « ah mais oui, mais il y a ça !» Ça revient sur les éléments. Et puis, ça veut dire que chaque fois que vous devez prendre une décision, ça laisse de la place à toute votre pensée un peu qui va partir dans tous les sens, qui va aller chercher plein d'infos, essayer de répondre à plein de questions. Donc, ça laisse la place à votre cerveau pour diverger à chaque fois que vous devez prendre une décision. D'où l'intérêt d'avoir une routine et quelque chose d'assez prévisible, c'est que, alors, qu'est-ce qui se passe? La routine, elle vous empêche d'avoir à réfléchir à ce que vous avez à faire. Donc, elle empêche votre cerveau de partir dans tous les sens et d'aller attraper les trucs qui vous foutent la trouille, entre autres, mais ça peut être d'autres choses, et d'aller arriver jusqu'à la peur de la mort ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est ça vraiment pour moi l'intérêt d'une routine ou d'une habitude. Ça rend les choses prévisibles et ça laisse moins de place à « je pars dans tous les sens ». Ça laisse moins de place à exercer ses responsabilités. Et donc, vraiment, exercer ses responsabilités, c'est flippant. D'accord ? On est aujourd'hui dans un contexte qui nous ramène plein d'incertitudes sur notre santé, sur nos finances, sur l'avenir, sur plein de choses. Et on est en plus dans un contexte qui nous a fait perdre nos routines habituelles, les choses qu'on avait l'habitude de faire. Et donc, c'est compliqué parce qu'on a la peur qui vient de l'extérieur et on se retrouve à devoir reconstruire des routines dans un contexte où on ne sait pas trop. Et donc, chaque fois qu'on doit reconstruire des routines, ça génère un peu de stress. Voilà. Donc, tout simplement, les routines, alors il ne s'agit pas de devenir psychorigide, mais je vais parler un peu du truc un peu obsessionnel. Les routines, ça permet d'alléger un peu ces moments où ça part en live. C'est important aussi pour les enfants, notamment s'ils sont anxieux. S'ils ne sont pas très anxieux et pas très angoissés, ça ne changera pas grand-chose. Quand les enfants sont un peu anxieux, angoissés, dans le contexte actuel, la routine, ça peut limiter les moments où leur cerveau part et commence à se faire des plans sur la comète. Mais ça a ses limites et je vais y revenir après, en vous parlant du risque des rituels. Donc Marina me dit que le point sur les rituels, les routines l'intéresse beaucoup. Donc Marina, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Les rituels, les routines, c'est bien. Alors, je vois que Marina me dit rituel même. La différence entre les rituels et les routines, pour moi, il n'y en a pas forcément. La routine, c'est quelque chose de prévisible qui se produit toujours au même moment. Voilà. Le rituel, c'est un peu la même chose. Derrière rituel, il y a une notion un peu plus, j'allais dire spirituelle, je ne sais pas si c'est ça, mais la routine, c'est plus, ça se déroule comme ça et ça met mon cerveau en mode, j'y vais, ça fonctionne. Le rituel, il est souvent plus orienté sur la gestion de l'angoisse, justement. Mais revenons-en
au rituel. Donc le risque du rituel, c'est que quand on l'utilise, le rituel peut aider à ramener la peur à un niveau supportable. Mais, je bois mon café, mais le gros risque du rituel, c'est que derrière, il y a une espèce de pensée magique qui est le rituel va supprimer la peur. Si je fais assez bien mon rituel, en gros, et ben du coup après je n'aurai plus peur du tout, ce qui est une illusion. Jamais on n'a zéro peur. Donc si vous êtes anxieux, angoissé et que vous cherchez à faire disparaître votre peur, ça n'arrivera jamais. Une question intéressante à se poser, c'est comment je ramène ma peur à un niveau que je juge acceptable, supportable, compte tenu du contexte. Donc ça, c'est une question que vous pouvez vous poser en essayant d'évaluer. Là, maintenant, ma peur, si je devais la noter sur une échelle de 0 à 10, 0 étant, je n'ai pas du tout peur, mais alors pas du tout, ce qui serait dangereux, et 10 étant, je suis en panique totale, je suis en train de faire une crise d'angoisse, voilà, vraiment, mais la crise d'angoisse où je suis complètement partie. À quel niveau est ma peur actuellement ? Est-ce qu'elle est à 6 ? Est-ce qu'elle est à 7 ? Est-ce qu'elle est à 5 ? Est-ce qu'elle est à 4 ? Et quel serait le niveau qui serait acceptable, supportable ? Vous ne pourrez pas le réduire à 0, d'autant moins dans le contexte actuel, mais ça serait quoi le niveau acceptable, supportable ? Et votre objectif, ça va être de revenir à un niveau acceptable, supportable, pas de faire disparaître la peur ou de l'amener à un niveau qui soit confortable, vu le contexte actuel. Donc ça, c'est la première question. Mais je reviens sur mon idée des risques des rituels. Ce qui se passe avec les rituels, je le disais, c'est que souvent on le fait avec cette pensée magique de on va ramener la peur à un niveau quasiment 0. Et qu'est-ce qui se passe ? Prenons le lavage de mains, par exemple. Je me lave les mains. Alors, Mélusine, routine et automatique à force de répétition involontaire, rituel s'est mis en place. Alors, je te réponds après, Mélusine. Donc, je vais prendre l'exemple du lavage de mains et peut-être que ça répondra à ta question. Donc, par exemple, parce que le lavage de mains, c'est souvent un geste qui peut devenir obsessionnel. Donc, je me lave les mains et puis, quand j'ai fini de me laver les mains, donc l'objectif de se laver les mains, c'est de diminuer le risque et donc de ramener la peur à un niveau acceptable. Puis, j'ai fini de me laver les mains, puis j'ai comme un doute. Est-ce que je l'ai fait assez bien ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors du coup, je le refais. Et si je fais mon rituel en me disant je vais avoir 0 peur, mon cerveau est toujours là pour me ramener attention, le risque 0 n'existe pas. Donc du coup, je vais être tentée de le refaire et de le refaire et de le refaire encore et je ne suis jamais assez rassurée. C'est comme si je mettais la réassurance à l'extérieur de moi. Donc Sophie me dit la peur à un niveau acceptable, mais surtout qu'elle ne soit pas transposable à notre entourage. Oui, je réponds aussi à ça après. Donc, Mélusine, la routine. Alors le problème, c'est que du coup après, je perds le contrôle sur le rituel, c'est-à-dire que ça devient un peu automatique. Donc comment je fais pour ramener le rituel à quelque chose qui ne soit pas envahissant ? Je vais vous donner une astuce. Alors, si vous n'êtes pas du genre à avoir des comportements un peu obsessionnels, ritualisés, il est possible que l'astuce que je vais vous donner ne vous parle pas, mais les gens qui sont concernés comprendront parce que c'est une approche un peu paradoxale du problème. Souvent, on a tendance, quand on a quelqu'un qui a des comportements obsessionnels, à lui dire « Stop, c'est bon, arrête, ça suffit, tu l'as assez fait, et tout ça ». Et on se le dit à soi-même, allez c'est bon, il faut que j'arrête. Sauf qu'on ne contrôle pas un rituel qui est devenu automatique par la force de la volonté. Donc ce qu'on peut proposer et se proposer à soi-même, c'est de se dire, ok, là je me lave les mains. Je ne vous dis pas d'arrêter de vous laver les mains parce qu'en l'état actuel des choses, il faut continuer à le faire. Donc je me lave les mains une fois. Est-ce que je me sens capable d'arrêter de me laver les mains sans être totalement en stress ? Si la réponse est oui, je peux essayer pour voir ce qui se passe. Si la réponse est non, je ne me sens pas capable, ça veut dire que vous avez besoin d'envoyer le message à votre peur, que vous avez bien entendu son message. Donc, vous allez vous relaver les mains au moins 3 fois
pour être sûr d'être le plus rassuré ou la plus rassurée possible. Ok? Donc ça paraît un peu bizarre. Et quand vous avez fini ça, vous vous reposez la question. Est-ce que je me sens suffisamment rassurée pour arrêter de me laver les mains ou est-ce que j'ai besoin de continuer encore? Donc c'est une approche paradoxale et qui vise vraiment à remettre le contrôle à l'intérieur de vous et à regarder ce qui se passe au niveau de votre peur. Si vous essayez d'agir uniquement sur le comportement sans vous intéresser au niveau de votre peur, ça ne marchera pas. Alors, je reviens du coup sur Mélusine. La routine, c'est automatique à force de répétition involontaire et le rituel s'est mis en place. J'ai bon, me demande-t-elle. Alors, Mélusine, j'ai bon, si le rituel ne devient pas contraignant, c'est-à-dire ne vous empêche pas ne t'empêche pas de faire des choses que tu as envie de faire, ça marche. Si le rituel devient contraignant, que des fois tu aurais envie de faire autrement mais que tu n'y arrives pas, ça veut dire que, attention, il y a un risque. Après, la routine se met toujours en place et devient un peu automatique et souvent ça nous facilite la vie, donc le fait que ce soit devenu automatique, c'est pas forcément un problème. Mais la différence c'est, est-ce que ça me handicape, est-ce que ça me pose un problème ou est-ce que ça m'en pose pas? Et après je réponds à Sophie, acceptable mais surtout qu'elle soit pas transposable à notre entourage. Effectivement, mais le fait de la ramener à un niveau acceptable, je reviens avec mon image du ballon, en fait l'idée c'est de passer de ça, où là vous allez la transposer à votre entourage, la transmettre, à ça où vous serez plus en mesure, en capacité de ne pas la transmettre justement, de la contenir dans quelque chose qui soit acceptable pour vous et pas contagieux pour votre entourage. Alors, je prends mes notes. Et ben du coup, on va parler un petit peu des enfants, parce que les enfants aussi, ils ont des angoisses. Il y a, alors donc effectivement, l'idée de nous ramener notre peur, notre angoisse à un niveau acceptable, ça va nous donner plus de capacité, parce qu'on est revenu comme ça, pour accueillir les émotions des enfants. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Les enfants, ils ont des émotions, donc ils vont les manifester. Certains vont manifester de l'angoisse, vont parler de leur peur, mais d'autres vont être simplement agités, vont être peut-être agressifs, voilà, faire des choses, faire des bêtises, entre guillemets. Donc ça vaut le coup aussi, comme tout à l'heure, d'aller chercher un peu les émotions cachées. D'accord? Ok, tu fais des bêtises, il y a autre chose derrière. Et avec les enfants, souvent on a tendance à vouloir rassurer trop vite. Alors je vais vous donner 2 exemples que vous pouvez retrouver sur le blog, dans des articles que j'avais publiés il y a hyper longtemps. Le premier exemple, c'est ma fille. Donc ça s'était passé, elle devait avoir, je ne sais plus, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. On écoutait la radio dans la voiture, il parlait d'un très grave accident de voiture qu'il y avait eu à l'époque à Chambéry, voilà. Et il parlait d'un couple qui était décédé, dont la femme était enceinte. Alors on ne savait pas s'ils avaient d'autres enfants ou pas. Et ce soir-là, ma fille va se coucher, et puis elle redescend vers 22h30 en larmes. J'ai fait un cauchemar, j'avais plus de papa, plus de maman, et c'était vraiment horrible pour elle. Et c'est vrai que, du coup, le fait que cette peur-là soit pour moi à un niveau acceptable, d'où l'intérêt de d'abord travailler sur vous, comment elle est votre peur. Le fait d'avoir cette peur à un niveau pour moi acceptable, j'étais triste, mais je n'avais pas peur. Ça m'a permis, et ça permet en général, d'accueillir l'émotion. On n'essaye pas de « mais non, c'est pas grave, mais non, ça n'arrivera pas ». Alors, ça peut marcher si l'inquiétude, l'angoisse de l'enfant n'est pas très importante et qu'il voit que son parent lui dit « mais non, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas ». Ça peut le rassurer et lui permettre de passer à autre chose. Si ça ne marche pas, alors il va falloir aller plus loin dans « ok ». Mais c'est vrai que ce serait extrêmement difficile, extrêmement dur pour toi si ça arrivait. Et comment tu imagines que ça se passerait alors à ce moment-là? Et on va aller explorer. C'est comme les rendez-vous avec la peur dont je vous parlais au début. Ok, on lui parle à la peur, on lui dit pas « tais-toi, je veux pas t'entendre ».
on lui demande qu'est-ce qu'elle a à nous dire, sur quoi elle s'inquiète. Donc vraiment, je vous inviterai à lire l'article que je mettrai en lien dans la description de la vidéo. Il est assez détaillé, assez parlant sur ça. Et du coup, on peut faire copain un peu avec la peur. Parfois aussi, on a besoin de couper court parce que nos tentatives pour essayer de rassurer peuvent être interprétées comme la preuve qu'il y a bien des raisons de s'inquiéter. Et là aussi, je vous renvoie vers quelque chose que j'ai déjà publié bien avant cette période un peu troublée, qui est comment nous avons réagi quand notre fils a commencé à dire qu'il voulait arrêter le hand, qui est le sport qu'il pratique, en prétextant qu'il était nul, alors que objectivement, ce n'est pas le cas. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est que en voulant lui montrer le positif, en voulant lui montrer ce qu'il était capable de faire, en fait, nous alimentions sa peur, parce que du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il se focalisait sur toutes les manières possibles pour nous prouver qu'on avait tort. Tout ça parce qu'on n'entendait pas sa peur au fond, et que là, pour le coup, notre attitude à nous de dire, bah écoute, tu te débrouilles avec ta peur, nous on n'y croit pas, c'était extrêmement efficace. Donc parfois aussi couper court à un enfant qui parle beaucoup de ses émotions, c'est comme le rendez-vous avec la peur, par moment on peut en parler, et puis à d'autres moments, non écoute là, c'est pas le moment. Et ça lui apprend aussi que cette peur n'a pas à prendre toute la place. Et s'il y a des comportements obsessionnels qui sont très fréquents chez les enfants en bas âge, alors je vous explique une situation qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, mais qui peut être extrêmement intéressante aussi. Je vais peut-être même vous en expliquer deux. La première, c'est un garçon qui vérifiait 5-10 fois son sac tous les matins avant de partir à l'école, qui voulait qu'on lui fasse réciter ses leçons, mais pareil 5 ou 10 fois. Et donc ses parents étaient dans l'attitude de dire mais non, c'est bon, t'as assez révisé, t'as assez appris, il n'y a pas de souci. Et lui disait mais non, je la sais pas assez, ma leçon, je la sais pas assez. Et quand il vérifiait son sac, sa mère lui disait mais ça va, c'est bon, tu l'as déjà vérifié 3 fois. Et, mais non. Et donc là, ce que je propose moi en général aux parents, c'est d'être dans une posture de c'est toi qui sais à quel moment tu es rassuré. Exactement comme je vous ai expliqué avec le lavage de mains et les rituels. C'est toi qui sais à quel moment tu es rassuré. Donc je viens faire réciter ma leçon, je la récite une fois, ok, hein, et quand l'enfant redemande, on va lui dire, ok, je te la fais réciter, est-ce que tu es sûr que du coup, après ça, tu seras vraiment 100% rassuré? Alors déjà, vous voyez, ça oblige à réfléchir un petit peu, donc ça sort un peu de l'émotion. Et puis, on va pouvoir aussi dire, bon, bah maintenant tu l'as récité une fois, mais pour être sûr de vraiment la savoir, peut-être qu'il faudrait que tu me la récites encore plus. Combien de fois est-ce qu'il faudrait que tu la récites pour être vraiment sûr que c'est bon? Et idem pour la vérification du sac. Donc attention, ça veut dire que dans un premier temps, on peut dire là c'est bon, ça suffit, tu l'as assez fait, et il faut voir la réaction de l'enfant. Et c'est si ça ne marche pas que alors on passe dans cette approche un peu paradoxale dont l'objectif est toujours de remettre le contrôle et l'évaluation de la peur de responsabiliser, de remettre le contrôle et l'évaluation de la peur sur la personne qui ressent la peur et de pas que ce soit pas le contexte qui le fasse à sa place. Bon, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais vous avez peut-être des questions par rapport à l'angoisse. C'est déjà 10h36, ça passe toujours trop vite. Je crois que je prévois trop de contenu à chaque fois. En attendant de voir apparaître vos questions ou vos réactions à l'écran, je vous rappelle plusieurs choses. D'abord que vous pouvez trouver plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr, premièrement. Deuxièmement, que vous pouvez faire un don sur Tipeee, la plateforme de pourboire participatif en ligne. Là aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et que vous pouvez aussi... il y a des questions, je regarde les questions. Marina, on rentre dans son jeu pour désarçonner. Oui, on rentre dans son jeu pour créer une petite brèche, c'est-à-dire que de l'extérieur, on n'est plus à dire « mais arrête !» qui provoque une réaction de la peur dit « Ah, ils
ils n'ont pas compris à quel point c'était grave. Là, au contraire, on dit, mais la peur, tu as bien raison. Alors, elle dit, ah bon? Vous voyez, ça, hop, tiens, ça pose. Mélusine me dit, quand j'essaie d'aider ma fille à surmonter sa peur et de faire ses exercices oraux d'anglais en la rassurant sur ses capacités, sur le fait qu'on n'est que 2 dans l'auditoire, je vois qu'elle s'enfonce encore plus dans sa peur au point d'avoir des larmes très vite. Oui, donc voilà Mélusine, là peut-être que y a des choses à faire sur aller à la rencontre de sa peur, peut-être aller à la rencontre des risques, des dangers, qu'est-ce qu'elle imagine qui pourrait se passer. Ou bien avoir une attitude comme celle dont j'avais parlé dans la vidéo sur le sport, de dire, en gros, moi je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Donc je t'invite, je ne sais pas si tu l'as déjà vu la vidéo, mais je t'invite à aller la voir. Alors, Émilie, mes parents de 65 ans passent leur journée devant les infos, figés dans une peur qui peut devenir agressive et n'arrivent pas à vivre autre chose. Comment les aider à revenir dans le flot de la vie? Oui, alors ça c'est une excellente question parce que c'est vrai que comme la peur nous incite à nous protéger et à aller évaluer tous les risques possibles et imaginables, elle fait qu'on est un peu avide d'informations et un peu avide d'aller chercher des choses de tous les côtés. Alors à titre personnel, c'est important de couper par moment. Alors moi j'invite souvent les gens à couper notamment en fin de journée. Voilà, prenez des infos, prenez un site fiable et puis après passez à autre chose. Là il s'agit de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faudrait que je sache, Émilie, c'est actuellement qu'est-ce que vous leur dites. Parce que très souvent on a tendance à dire mais arrêtez, ça va pas, c'est pas les bonnes sources d'infos et tout ça. Et ce qui provoque là encore une réaction de défense et de ah mais elle ne comprend pas à quel point c'est grave, c'est difficile, c'est surtout qu'ils sont un peu dans la population à risque. Donc si votre attitude actuelle c'est d'essayer de les aider à relativiser, peut-être que vous pouvez expérimenter de au contraire leur dire mais je comprends que vous soyez extrêmement inquiet, mais par contre comme moi je veux vraiment vous aider, je voudrais être sûr que ce que vous faites vous aide vraiment à vous rassurer et vous fait vraiment vous sentir mieux. Et si c'est regarder toute la journée la télé et que ça vous aide vraiment à vous sentir mieux, et BFM TV machin, ben ok, alors, il n'y a pas de souci. Et que ça vous rassure de faire ça, ben continuez à le faire. Par contre, si ça ne vous rassure pas et que ça vous stresse encore plus, alors là, on peut utiliser une peur plus grande en disant, vous savez que le stress, la peur diminue les défenses immunitaires, et ça c'est vrai. Et donc, prendre des infos, c'est peut-être bien, mais du coup, est-ce que ça diminue pas encore vos ressources immunitaires et ça vous rend pas plus fragile par rapport au virus? Donc, d'aller dans le sens de leur peur tout en amenant une brèche sur la manière dont ils la régulent. Ok ? Donc je ne sais pas Émilie si ça répond à votre question, mais voilà quelque chose que je pourrais proposer. Alors je regarde parce qu'il y a plein de questions du coup. Sophie, comment rassurer ses enfants quand on est soi-même soignant? J'arrive à gérer ma peur, mais hier ma fille de 5 ans m'a dit qu'elle avait peur du virus. Alors là pour moi vraiment Sophie, c'est l'idée d'aller dans le sens d'accueillir sa peur et de montrer de l'empathie et du soutien. Donc l'article dont je parlais sur le cauchemar de ma fille qui s'imaginait que son papa et moi on allait mourir et qu'elle et son frère allaient se retrouver tous les deux tout seuls, vous donnera certainement des clés. Parce que du coup, quand je disais au début, on surmonte sa peur notamment, mais d'autres émotions, mais en étant dans l'action et en étant en lien avec les autres, le fait de se dire « mais moi aussi ça me fait peur ». Ça me panique pas, mais moi aussi ça me fait peur. Et tu vois, c'est normal de ressentir cette peur. Mais par contre, à deux, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait toi t'aider, te rassurer? On peut se faire des dessins, on peut se prendre un moment pour en parler, on peut se dire la prochaine fois qu'on a peur, on se mange un petit biscuit tous les deux. Et ça peut être vraiment aidant pour les enfants de sentir que cette peur, elle est légitime, elle est normale, mais que nous, on n'est pas envahi par elle et qu'on peut les aider du coup à la surmonter. C'est la différence entre la sympathie, je ressens la même chose que toi et je suis dans le même état, c'est au secours, ça va pas, et l'empathie, je comprends que tu ressens ce que tu ressens, je peux le partager et du coup, mais je peux t'aider et on peut trouver des solutions ensemble.
Donc voilà Sophie, dites-moi si ça vous parle. Et vraiment je vous inviterai à lire l'article dont je parlais. Maria, je ne sais pas comment lui expliquer ce qui se passe. On a vu sur un parc, c'est interdit, elle ne peut pas jouer avec ses copains si on les croise. Alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc Maria, si vous pouvez me préciser l'âge de l'enfant, ça me permettra de répondre de manière plus adéquate. Marina, depuis la naissance de ma fille, j'ai le vertige. Par transposition, quand la petite fait du manège, l'accompagner me met dans des états ouf. Pour le moment, elle en rit, mais hier, elle n'a pas voulu grimper sur un petit arbre. Je lui explique que j'étais pas ainsi avant et que c'est ma vulnérabilité, mais tes conseils. Alors, je vais répondre à Maria du coup et je réponds à Marina après. Donc Maria, je ne sais pas comment lui expliquer ce qui se passe. On a vu sur un parc, c'est interdit, elle ne peut pas jouer avec ses copains si on les croise. Alors, ce que je vous inviterais à faire, moi, avant de lui expliquer quoi que ce soit, Maria, ou Olivier, je ne sais pas, parce qu'il y a les deux prénoms, et peut-être Maria et Olivier. Alors, je ne sais pas quel est son niveau de langage, mais ça peut être intéressant de lui demander comment elle voit les choses. Parce que sinon, on va commencer à mettre des explications qui ne correspondent pas à ce que l'enfant s'est imaginé, à ce que l'enfant a élaboré dans sa tête, et il va être encore plus perdu. Donc très souvent, sur des questions comme ça, on commence par demander à l'enfant à explorer où l'enfant en est. Ouais, elle n'a pas de langage, elle a juste quelques mots. Ok. Donc là, ça serait peut-être intéressant de trouver, je suis en train de réfléchir si j'ai des livres, des albums ou raconter des histoires qui pourraient l'aider. Avec des enfants de cet âge-là, en fait, on raconte des histoires en général. Donc on peut raconter l'histoire du petit virus qui vient, qui rend certaines personnes malades, voilà, avec des mots très simples. Sans la stresser outre mesure. Après, il faut regarder aussi si c'est elle, hein, ouais, il ou elle se pose des questions. S'il n'y a pas de questions, est-il vraiment indispensable de répondre à des questions qui ne se posent pas, mais d'être avec du langage très simple, d'expliquer comment ça se passe. Je peux peut-être réfléchir à prévoir des histoires ou des choses qu'on pourrait raconter aux enfants. Je verrai. Mais voilà, je vous invite moi à être là-dedans, à être dans on raconte une histoire, on voit ce qui se passe, tiens, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, non, t'as envie d'y aller avec les copines, mais du coup, tiens, le petit virus, sinon on risque de le transmettre, enfin voilà, des choses comme ça. Alors, Marina, je ne t'oublie pas. Émilie me dit, j'ai conseillé de couper les infos, mais effectivement, mon père réagit comme si on ne comprenait pas le danger. Je lui ai parlé de la peur sur l'immunité, mais ça n'accroche pas. La dernière fois, j'ai explosé en disant que mon père allait mourir de peur. Je vais essayer de prendre le contre-pied et de l'encourager si ça le rassure, mais il projette sa peur sur les autres. Alors, il la projettera d'autant moins que vous allez dans son sens et que vous disiez, mais je comprends que tu sois hyper stressé, donc si ça te fait du bien de regarder BFM TV toute la journée, vas-y, lâche-toi. Bon, Maria Olivier, apparemment, elle serait également rentrée dans la peur de l'abandon, du noir. Oui, c'est vrai que 20 mois, c'est une situation, un moment où il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Alors, elle n'est pas en capacité de répondre, mais elle est quand même en capacité de dire oui, non, de montrer des choses. Et effectivement, Mélusine, qui est ou qui a été assistante maternelle, propose avec des jouets, des Playmobil, des jeux de rôle, voilà, sans en faire non plus tout un drame, mais on peut travailler là-dessus. Alors, je reviens sur la question de Marina. Depuis la naissance de ma fille, j'ai le vertige. Par transposition, quand la petite fait du manège, l'accompagner me met dans des états... Alors, si, Maria Olivier, vous pouvez lui demander aussi, quand elle ressent une émotion, où est-ce qu'elle la ressent dans son corps. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Je me permets de revenir là-dessus. Donc, Marina me demandait voilà, que sa fille ne voulait pas grimper sur un arbre, qu'elle met sous le compte de elle a du vertige et du coup ça la stresse de voir sa fille grimper et faire des choses comme ça. Alors déjà c'est intéressant de lui dire que effectivement votre peur c'est pas la sienne et que elle a quel âge? Marina, quel âge a votre fille? Je pose la question parce que ça peut être intéressant. Je suis en train de réfléchir.
Parce que là aussi, ça serait intéressant de savoir, à part lui dire, bah, c'est ma vulnérabilité, c'est pas la tienne, et c'est à moi de la prendre en charge. Mais du coup, ça reste des mots. Et ce qui serait intéressant aussi de regarder, c'est comment vous agissez dans ces moments-là. Parce que nos actes crient plus fort que nos mots. C'est-à-dire, si je dis à l'enfant, mais non, c'est mon problème, mais qu'en même temps, je suis là à dire, non, mais n'y va pas, mais t'es sûr que tu veux bien y aller? Enfin, là aussi, je caricature un petit peu. Donc, 8 ans. Ça veut dire que nous, on a peut-être à prendre du recul justement sur ça et se dire, bah ok, peut-être que quand c'est les manèges ou les arbres, j'envoie quelqu'un d'autre. Et ce qu'il faut regarder, c'est si, quand elle est avec vous, elle s'empêche de grimper sur l'arbre, mais que si elle le fait quand elle est avec son papa, bon, c'est peut-être un moindre mal. D'accord ? Je vous donne un exemple de peur. Alors, c'était pas le vertige, c'était une maman qui était venue me voir en accompagnement avec, en me disant, j'arrive pas à dire au revoir à ma fille, c'est dramatique. Et alors, du coup, les séparations se passent mal. À chaque fois que je la dépose chez l'assistante maternelle, c'est le drame absolu. Quand c'est mon mari, ça se passe bien. Et en fait, sa crainte à elle, ça s'était transposé sur je peux pas lui dire au revoir parce que ça serait lui mentir, je peux mourir à n'importe quel moment dans la journée. Et elle avait cette espèce de crainte-là qui tournait en boucle. Et ses tentatives pour réguler sa peur à cette maman, c'était de se dire mais non, ça n'arrivera pas, faut que j'arrête de me faire des films. Et son entourage était exactement dans la même tentative de régulation, de lui dire mais enfin c'est absurde, t'exagères, arrête de penser à ça. Et le simple fait de lui dire en rendez-vous, ben non, c'est pas absurde, parce qu'effectivement, vous pouvez mourir là, maintenant, dans 5 minutes, en sortant d'ici, voire même ici, le plafond s'effondre et boum, on est tous morts. Donc ça peut avoir l'air hyper flippant comme ça, mais en même temps, c'est rassurant pour la personne de se dire, bah, je suis pas complètement barjot. Et je lui avais proposé de se dire, bah oui, ma peur n'est pas absurde, ma peur elle est réelle, on ne sait pas à quel moment on va mourir et ça peut arriver comme ça, là, boum, d'une seconde à l'autre. Et je lui avais dit, quand vous commencez à vous poser des questions comme ça, vous les notez et puis vous regardez, est-ce que cette question elle a une réponse facilement accessible, trouvable? Si oui, vous allez la chercher, si elle n'a pas de réponse, bah, juste vous la notez et vous accusez réception du fait que cette question n'a pas de réponse. Donc ça, c'est aussi une astuce en tant qu'adulte que vous pouvez utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au rendez-vous suivant, il est revenu en disant, bah, le simple fait de me dire que c'était pas absurde, ça m'a permis d'écouter cette peur-là. Et donc elle avait pris rendez-vous chez le notaire parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait sa peur c'était qu'est-ce qui se passe si je meurs et qui s'occupe de ma fille et est-ce que je suis sûre que ça va se passer dans la manière dont moi j'ai envie que ça se passe. Et ça a suffi à la rassurer pour la suite et pour que les relations au quotidien se passent bien. Alors, Maria me dit, j'avoue qu'en fait je ne sais pas si elle a peur, c'est une enfant calme et son comportement a changé. Alors ce qui est difficile autour de 20 mois, et pour les enfants en bas âge en général, c'est est-ce que son comportement a changé du fait de la situation ou est-ce que son comportement a changé parce que elle grandit. Donc il va vous falloir probablement un peu d'observation, mais je vous invite quand même si elle ne parle pas énormément, à raconter un peu ce qui se passe, à expliquer le contexte, à expliquer qu'il y a des changements et à quoi ils sont dus, sans dramatiser, mais avec des mots simples, et on peut en trouver. Il me semble que j'ai vu passer des petites vidéos destinées aux enfants, donc je pourrais chercher pour vous en trouver une ou deux qui sont sympas et que vous pouvez leur montrer, qui leur expliquent la situation et qui leur permettent de comprendre. Parce que c'est pas parce qu'elle parle pas qu'elle comprend pas tous les mots. Bon, bah écoutez, il est déjà 10h50, on était parti sur une demi-heure de live, donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les envoyer par message ou par mail, et puis ou à les poster en commentaire, et puis j'essaierai d'y répondre soit dans des articles, soit dans de prochaines vidéos. Oui, Maria, je pense, mais comme elle grandit, peut-être un peu des deux, voilà. Ok, on est d'accord. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes. Si vous avez envie, besoin d'autres thèmes, j'ai bien vu que la communication, l'accueil des émotions dans le couple était un thème qui vous intéressait. Là aussi, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page ou par mail. Et puis, à retrouver plein de ressources supplémentaires sur le blog, blog.escomc.fr. Vous pouvez faire un don sur Tipeee.
la plateforme de pourboire participatif, le lien c'est dans la description de la vidéo. Merci pour vos merci, trop bien, t'es un rayon de soleil, merci Mélusine. Toi aussi t'es un rayon de soleil mais je ne te vois pas, donc c'est la différence. Je dis ça parce que je connais Mélusine, hein, donc voilà. Je rappelle juste en passant que il est possible de continuer à prendre rendez-vous sur des rendez-vous à distance hein, via la plateforme de prise de rendez-vous. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, si vraiment vous en avez besoin, je sais que le contexte est compliqué et que financièrement ça peut être compliqué, mais ça reste possible si vraiment vous en avez besoin, aussi bien pour vos émotions que pour celles des enfants. Merci à tous et à toutes. On se refait un live, vu que c'est prolongé, bah, je pense qu'on va en faire un samedi prochain. Hein, j'ai l'impression que ça s'est un peu installé comme ça. Et puis, je vous dis bon week-end et à très bientôt.